On approche de la fin de la saison de Silicon Carnet, mais le monde de la tech ne s'arrête pas pour autant pendant l'été. Et il y a quelques jours, ce sont les Chinois qui ont frappé très très fort avec le lancement de Kimi K3, c'est Moonshot AI Lab, qui lance le modèle open weight le plus gros au monde. Et il rivalise avec les principaux modèles frontières américains chez Anthropic ou OpenAI. On en parle avec Carlos Ivan Lozano, il travaille dans un labo de recherche d'IA à San Francisco, Kevin Smith et Fanny Bouton. Il y a une dizaine de jours, la Chine a envoyé un signal fort, un signal très très fort au marché. C'est Moonshot AI, le laboratoire derrière les modèles Kimi, qui a publié Kimi K3, un modèle open weight d'une taille inédite, une taille vraiment qui joue avec les plus grands modèles fermés américains, 2,8 trillions de paramètres. 2,8 trillions, c'est 2800 milliards de paramètres. C'est le plus gros modèle open weight jamais rendu public. Il a un contexte de malade, 1 million de tokens. Il est multimodal. Sur les classements indépendants, il se hisse à la 3e place mondiale, juste derrière Claude et ChatGPT. Il y a eu même un classement qui le mettait premier. Alors là, ça a été le moment DeepSeek. Toute la Silicon Valley s'est mise à paniquer. Et c'est surtout le tarif qui est annoncé qui fait beaucoup parler de lui, puisqu'on annonce $3 le million de tokens en entrée, 15 en sortie. Et c'est beaucoup moins cher que les tarifs des modèles américains affichés. La demande est telle que Moonshot a fermé les inscriptions 3 jours après l'annonce du lancement. Le modèle est sorti hier, on enregistre, on est le 28 juillet. Et effectivement, la demande est colossale et Kimi, Moonshot a du mal à fournir cette demande. À Washington, la réaction a été immédiate. La Maison-Blanche affirme détenir la preuve que Moonshot a distillé Fable. On va se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire, cette distillation. Et que le modèle d'Anthropic a donc été copié, c'est ce qu'ils disent, mais il n'y a aucune preuve publique qui a été produite à ce jour. Mais la Maison-Blanche menace de sanctions et l'administration Trump réfléchirait à interdire les modèles chinois. Je vous rappelle que c'est la même administration qui a interdit les modèles américains aux non-étrangers. Donc là, ils interdisent à peu près tous les modèles. Hein. On est proche du retour aux arcs et aux flèches. Bref, la Chine est en train de semer la zizanie aux US. Et la question que j'ai, c'est est-ce que les États-Unis ont perdu le leadership de leur propre technologie? J'ai envie de commencer avec toi, Carlito. Tu testes ce modèle depuis déjà une dizaine de jours. Est-ce qu'on est face à quelque chose de vraiment spectaculaire sur le plan technologique? Est-ce qu'il y a vraiment de l'innovation? Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Est-ce que la Silicon Valley a raison d'être inquiète? D'abord, ils utilisent une technique qu'on a vue lorsque DeepSeek est sorti. C'est cette fameuse technique de Mixture of Experts. Donc, Kimi 3 est un modèle sur Mixture of Experts. Donc, c'est un modèle qui contient c'est quoi Mixture of Experts, là? Parce que là, moi, je pige plus, là. Donc, ça contient un nombreux réseau d'experts. Et pendant l'inférence, tu n'actives pas tout le réseau. Parce que c'est ça ce qui se passe on va dire, dans le standard d'or d'aujourd'hui. Si tu actives tout le réseau, eh bien, ça te coûte plus. Tu utilises plus de ressources. Alors que là, pendant l'inférence, seuls les experts qui sont jugés utiles vont être activés. Donc, tous les paramètres ne participent pas au calcul de chaque token. Donc, le résultat et la résultante, c'est que le coût de l'inférence est plus faible. Et voilà. Et du coup, tu peux avoir un débit plus élevé. Donc, ça, c'est un premier point. Et c'est pas une innovation que eux, ils ramènent. En revanche, ils ramènent leur propre version, un nouveau parfum sur comment on traite l'attention. Donc, mais qu'est-ce que l'attention? Ça, c'est quand même important à faire un petit aparté. Et avant que tu m'envoies faire 3 tours de terrain ou tu m'envoies une pantoufle, donne-moi juste 197 secondes pour pouvoir expliquer ce truc. Non, je t'en donne 90. OK. Donc, l'attention, c'est... Attention is all you need. Il faut se souvenir de ce papier. L'attention répond à une question. Est-ce que j'ai juste là? C'est le papier fondateur du Transformer. Bravo! Putain, ça y est! T'as vu, je progresse, hein? Oui, non, mais on y va ensemble, OK? Allez, on y va ensemble, OK. J'essaie viens avec moi petit à petit. L'attention répond à une question. Quels tokens précédents sont importants pour prédire le suivant?
Donc, Ok. c'est ça qu'il faut avoir en tête. Chaque couche va utiliser l'attention pour récupérer les informations dans le contexte, à ce moment-là, le current context, avant d'affiner sa représentation pour ensuite passer tout ça aux couches suivantes. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que au fur et à mesure que le contexte s'allonge, et là, tu l'as bien dit, on parle d'un contexte d'1 million de paramètres, j'ai davantage de tokens, j'ai davantage de relationship entre tout ça. Donc, Le du contexte, coup, on le rappelle, hein, je fais aussi là le candide. Le contexte, c'est le nombre de mots que tu peux utiliser dans une même conversation. On est d'accord. Donc là, on est à 1 million de tu tokens. peux donner Ça à représente, ça tu peux représente donner à combien de manger mots, ça 300 000 mots à Kimi. 300 000 quoi. mots. Ok, d'accord. Ok. Dans une Ok. session, c'est pas rien. Non, quoi. parce que ça, on le voit quand on utilise, par exemple, des modèles. Moi, j'utilise beaucoup et au bout d'un moment, notamment quand je prépare les émissions, j'ai le modèle qui commence à me dire attention, tu arrives à la limite de contexte, c'est-à-dire il va falloir compacter la conversation ou repartir dans une nouvelle conversation. Donc, c'est ça le contexte. La fenêtre de contexte, c'est ça, hein, Carlito. Tout à fait. Ok. Et donc, jusqu'à présent, voilà, lorsqu'on utilise le full attention, l'inférence sur ces longs contextes devient de plus en plus coûteuse. Parce que du coup, tu utilises tout le réseau, etc. Et c'est de là où vient... Et quelque chose qui est important à comprendre, c'est que si tu doubles la mémoire, ça croît de façon quadratique. Si tu doubles la mémoire, donc imagine la fenêtre de contexte, le niveau de compute nécessaire que tu as besoin devient au carré. Donc imagine, tu doubles la fenêtre de contexte, tu vas avoir besoin de 4 fois plus de ressources. C'est pour ça que le scaling est tendu, quoi. Tu vois, on Ok, devient de ok. plus en... Et ils ont réglé un truc là-dessus, quoi. Ils apportent voilà. quelque chose sur ce sujet-là. Merci. Donc du coup, bienvenue à l'attention linéaire. L'attention linéaire remplace l'historique complet par un état, on va dire, qui est comprimé. Et donc c'est intéressant parce que c'est plus efficace, mais quand tu comprimes, tu perds un peu d'informations, tu perds un peu de nuances. Eux, ils utilisent leur propre version d'attention linéaire qu'ils ont appelée Kimi Delta Attention. Donc voilà, ils améliorent la manière dont cet état est mis à jour, quoi. Au lieu de simplement accumuler les informations, ils vont utiliser différentes techniques de compression. Et le dernier point sur l'innovation, c'est dans l'architecture, c'est l'attention résiduelle. Et ici, chaque couche transformer produit sa propre représentation qui est sauvegardée pour pouvoir être utilisée par les dernières couches. Donc, l'attention résiduelle permet aux couches suivantes de réutiliser directement des sorties d'attention intermédiaire au lieu de dépendre uniquement de la dernière représentation mélangée ou mixée. Elles peuvent aller récupérer des informations provenant des étapes antérieures lorsque nécessaire. Ce qui est important, c'est que on n'utilise pas une de ces techniques de management de l'attention. Kimi utilise une attention hybride. Donc, Kimi va alterner différentes techniques d'attention sur ces différentes couches. Par exemple, 3 couches de Kimi Delta avec une couche d'attention complète, et ainsi de suite. Et l'objectif, c'est être plus efficace dans l'utilisation du compute et donc, du coup, pouvoir servir à moindre coût. Moi, ce que j'entends, c'est de l'efficacité. C'est vraiment ça ce que je suis en train d'entendre. C'est que ils arrivent, peut-être qu'ils en ont rien à foutre d'être les premiers dans les benchmarks, mais ce qu'ils se disent, c'est qu'en termes de rapport efficacité-coût, en tout cas, ils sont super bien positionnés. Et grâce à ces technologies de contrainte ou des choses comme ça, t'as pas l'air d'accord, Kevin, non? Non, je suis pas d'accord. En fait, vraiment, là, à ce niveau-là, l'efficacité, c'est de la performance. Parce qu'en fait, on parle de taille de contexte. Et en fait, le contexte, normalement, plus tu essayes d'en mettre, mieux c'est. Mais en réalité, non, on voit que la qualité de l'output s'effondre, même quand tu utilises 10-15% de ton contexte d'opus. Donc, en fait, la question qui arrive en ce moment, c'est de savoir, de pouvoir étendre cette fenêtre utile de contexte qui va être tes 15%. Et donc, c'est ce genre d'optimisation dont Carlos parle qui font vraiment la différence, en fait, à l'échelle sur ces choses-là. Et justement, je veux pas qu'on prenne le mauvais message sur Kimi K3. C'est pas un modèle chinois habituel, comme on a pu voir avant, qui fait une démonstration de gain de coût. Non. C'est un modèle qui se veut au-dessus, voire à se battre, au minima, à se battre au moins avec les fables et les derniers modèles qui sont sortis. Et du coup, faut le regarder comme ça. Il faut vraiment le regarder comme un concurrent de Fable, comme un concurrent de GPT 5.6 et tout ça.
C'est vraiment l'angle qu'ils veulent. C'est pas parce que c'est open weight que c'est pas le cas. Et le coût d'inférence, il est très élevé. Hein. C'est pas du tout le même niveau de coût d'inférence que les autres modèles chinois qui ont pu sortir auparavant. Et Fanny, je me rappelle plus du tout du nom. Là, c'est le test des 3 Chinois et je suis désolé, je suis toujours à 2, quoi, en fait, avec Xi Jinping et Jack Ma. Le patron je suis sûr que toi tu le connais son nom, le patron de Moonshot AI, c'est pas n'importe qui, hein, effectivement, il n'est pas sorti comme ça d'un buisson. C'est pas quelqu'un qui a copié les modèles américains. Comment il s'appelle ? Je me rappelle plus. Comment il s'appelle. Si je dis pas de bêtises, c'est Xiliang. Ah d'accord, Zilin Yang. Ou Yang Ziling, selon dans le sens tu veux le dire. Ah d'accord, bon ok, on n'a toujours pas passé le test des 3 Chinois alors qu'en fait quoi, ok. Non mais il a étudié à Carnegie Mellon, il a étudié aux États-Unis, il a bossé, je crois je me demande même s'il n'a pas travaillé chez Google à un moment ou chez DeepMind ou quelque chose comme ça, puis il est retourné en Chine pour monter Moonshot AI et effectivement je comprends ce que tu es en train de dire, Kevin. Il y a peut-être une vraie volonté de sa part de concurrencer les meilleurs modèles américains et pas simplement de faire une copie des modèles américains. Mais je pose un petit peu cette question-là, Kevin, parce que qu'est-ce qu'on a entendu ici aux États-Unis ? On a entendu que ils avaient volé finalement les modèles américains. On a entendu partout, et notamment de la part de Anthropic, qu'ils avaient distillé les modèles d'Anthropic et qu'en gros, Anthropic s'était fait piller. Et j'aimerais bien qu'on parle de ça, par savoir ça, effectivement, est-ce qu'il y a eu distillation ou pas ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette distillation ? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de distillation ? Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus ? La distillation, c'est simple quand on reste haut niveau. Quand on descend au bas niveau, c'est extrêmement compliqué parce que dans la manière de le faire, ça peut être très compliqué. On va rester à haut niveau. La distillation, c'est tu copies le voisin. Et donc, si on réfléchit comment tu pourrais copier un modèle, si tu copies toutes les réponses à toutes les questions potentiellement posées, tu pourrais être aussi bon qu'Opus. Ça paraît bête comme ça, mais en réalité, avec le deep learning, c'est un peu le principe. On fait du post-training sur un modèle existant et on l'affine en fait avec des qualités de réponse meilleures qu'on va aller rechercher ailleurs. Voilà, en fait, on va poser les questions, poser les questions à Fable, on va poser les questions à Opus, et on va pouvoir améliorer ça. Donc ça, évidemment, industrialisé, ça a pas la même tête du tout. Tout est passé à des échelles beaucoup plus grandes. En plus, la question, c'est à quel endroit on va mettre ces prompts et ces réponses dans l'architecture de notre modèle pour pouvoir le post-trainer. Enfin, c'est très, très complexe, mais essentiellement, c'est ça. C'est copier les réponses des autres. Donc, on fait passer comme si on était intelligent pour être intelligent. Mais quand on y réfléchit, au final, ces LLM, c'est déjà ça. Ils vont déjà pomper dans des livres et des données existantes sur Internet leurs réponses. Donc, en fait, on fait pas vraiment autre chose que ce qui a déjà été fait pour ces LLM. Tu veux dire que Anthropic a distillé Wikipédia, par exemple quand on pose la question à Anthropic de 1515 Marignan, quelque part, il a été récupéré, il a lui-même posé cette question-là sur Wikipédia, et il a récupéré les informations à droite à gauche ou sur l'encyclopédie Britannica, et il se sert de ça pour améliorer ses réponses. Et c'est plus évident si tu réfléchis à Stack Overflow. Il y a quelqu'un une fois qui a posé une question sur comment résoudre ce problème de PHP ou je sais pas quoi. Il y a eu la réponse dedans. La réponse fois 1000, 5000 plus des exemples. Ça entraîne le modèle dans cette direction-là. Okay. Aujourd'hui, en fait, c'est une forme de on rajoute du contenu synthétique qui est basé sur les réponses de ces autres modèles pour améliorer les modèles. Mais le point, c'est donc il y a eu distillation. Ça, c'est sûr et certain qu'il y a eu distillation. Ça, c'est sûr. En fait, si tu demandes, il y a eu même des tests. Tu pouvais demander à Kimi K3 qui c'était comme modèle, il répondait Claude, je sais plus quelle version de Claude, mais bref, il voulait s'appeler Claude, quoi. Ah d'accord, ok. Voilà. Ouais, donc tu vois, tu peux dire, tu connais un 4e chinois, il s'appelle Claude. D'accord. Mais du coup, le point de la distillation, c'est qu'il est pas, c'est pas un point hyper pertinent, je trouve, parce que déjà tout le monde le fait, n'importe quel labo dans tous les sens le font. Maintenant, aujourd'hui, c'est monnaie courante. Et puis, mais on le faisait avant, parce que là, ce que tu me décris, moi je me rappelle de Google à l'époque qui cherchait les résultats dans Yahoo pour améliorer ses propres résultats. Donc ça, est-ce que c'était aussi de la distillation finalement? C'est le même concept. C'était du benchmarking. C'était juste appelé benchmarking à l'époque.
Voilà. Ok, d'accord. Ok. Voilà, mais c'est exactement ça. Et puis la réalité, c'est que c'est fort du coup de crier au vol quand littéralement Anthropic vient de settle, je sais plus combien de milliards auprès des éditeurs, justement parce qu'ils avaient 1,5 volé milliard. leur 1,5 Ouais. milliard, voilà, parce qu'ils avaient volé leurs données. Donc c'est pratique. Et on appelle rappelle aux voleurs. qu'OpenAI est dans la même situation puisqu'il y a un procès de la part du New York Times contre OpenAI qui reproche à OpenAI d'avoir piqué non seulement le contenu public, mais aussi le contenu derrière les paywalls du New York Times pour améliorer ses réponses également. Donc ça aussi, c'est effectivement... Là, on est vraiment dans du vol puisque là, il y a en plus un copyright infringement, en l'occurrence pour OpenAI, et puis sur certains éditeurs, effectivement aussi avec Anthropic, effectivement. Mais Et dans tous les peut-être cas, c'est une forme de vol, mais il y a... ça marche dans les deux sens. Hein. Thinking Machines a utilisé / distillé Kimi 2.5 pour son propre modèle open source. Prenons l'exemple de Cursor qui a utilisé un modèle open source Kimi 2.5 pour fine-tuner et créer sa propre version qui s'appelle Composer 2 en le post-entraînant, le fine-tunant avec ses données propriétaires qu'ils ont récupérées depuis son Coding Agent Harness. Donc voilà, ça marche. Donc vous êtes en train de m'expliquer que les principaux modèles américains ou les principales applications comme Cursor sont basés sur des modèles chinois et se sont appuyés sur la distillation de modèles chinois pour leurs propres produits. Et là, aujourd'hui, les États-Unis reprochent ça à la Chine. Donc, en fait, en gros, c'est l'hôpital qui se fout de la gueule de l'infirmerie, quoi. C'est ça, quoi. C'est une défense d'un oligopole qui est en train de se former et c'est très simple de parler au vol, comme au final le New York Times crie au vol de l'autre côté parce que ils ont cette position-là. En fait, tu décales le problème dans le temps avec des oligopoles différents qui, une fois établis, sont dans une belle position pour essayer de défendre par le légal plutôt que par l'innovation, quoi. Et ça, c'est vachement intéressant ce que tu dis sur le New York Times et de façon générale aussi sur les artistes qui sont vent debout et qui s'accrochent à leur copyright ou des choses comme ça. Et il y avait quelqu'un qui m'avait fait cette réflexion, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'était dans un Silicon Carnet, et qui m'avait dit, mais en fait, c'est juste un déplacement de celui qui détient les droits. Et c'est ça le problème, c'est que... Mais je me demande, c'est pas toi, Kevin, qui avait parlé de ça? Je crois que c'est toi qui avait parlé de ça dans un Silicon Carnet. J'aime beaucoup ce sujet. Non, c'est vrai? Non, je crois que c'est toi. Ouais, j'aime beaucoup ce sujet à la frontière de la piraterie et de ce que c'est un vrai copyright essentiellement. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, les droits sont détenus par des majors, par exemple, dans la musique. Et le problème avec Suno, par exemple, c'est que ces majors n'ont plus les droits. Et leur business est en péril, ils n'en ont rien à foutre des artistes. Tu disais, c'était un truc comme ça que tu me disais. Il y a quand même un problème là, c'est l'argent. Rends-toi compte qu'il a fallu, avec moins de 5 milliards pour arriver à ce résultat-là. Et on parle avec une potentielle pré-IPO d'une valo à 50 milliards. On est à 30 milliards a priori là. Imagine... sur Moonshot AI, c'est la valorisation de Moonshot. Ah ouais, là, et on commence à parler d'une pré-IPO qui les valoriserait à 50 milliards. Hein. Donc, ça a de quoi faire stresser les Américains qui ont dépensé des dizaines de milliards sans parler des infrastructures pour obtenir les mêmes résultats. Donc, t'imagines bien que c'est un peu galère quand même parce qu'on commence à arriver à des IA ultra efficaces avec des investissements beaucoup plus légers. Et quand tu as cramé autant d'argent, tu as envie de le protéger. Donc, comment tu fais? Et donc, en fait, oui, parce qu'on rappelle que OpenAI a levé plus de 100... la dernière tour, c'était 122 milliards de dollars, à une valorisation de 1000 milliards. On est aussi à une valorisation de 1000 milliards du côté de Anthropic. Je ne sais pas à combien est-ce qu'ils sont en termes de levée. Ils sont peut-être un peu moins. Je crois que le dernier tour était à 60 milliards de mémoire, quelque chose comme ça. Donc, vous êtes en train de dire que là, les Chinois, non seulement n'ont pas fait que copier, parce que ça, copier, tout le monde le fait, innovent, comme nous l'a expliqué Carlito, avec moins de 5 milliards, ils arrivent à peu près au même résultat que Anthropic et ChatGPT. Ouais, donc, effectivement...
ça cause un problème effectivement à ceux qui ont investi du pognon là-dedans. Ça, c'est certain. Non, et je pense qu'un des défauts des États-Unis, c'est ils ont beaucoup d'argent, les États-Unis. On voit bien, lever de l'argent en masse, c'est quelque chose que vous aimez bien dans la Silicon Valley. Mais l'argent est une commodité, on va dire qu'en fait. Voilà, et en fait, ça permet. Si tu veux, tu peux prendre autant de gens que tu veux, t'embauches, tu prends tout le matériel que tu veux, mais ça te fait pas optimiser. Et les Chinois, sous les contraintes qu'ils ont eues, ils ont été obligés d'optimiser s'ils voulaient rattraper et rester dans la course. Donc, ils ont réfléchi. Et des fois, avoir trop d'abondance, je vais pas dire que ça rend lazy, tu vois, mais en tout cas, ça peut t'offrir trop de possibilités et te ralentir. Et quand tu es sous contrainte, tu dois être plus créatif, t'es bricoleur, tu repasses en mode MacGyver, mais du coup, tu peux quand même finalement obtenir des résultats. Et c'est ce qu'ont fait, je pense, les Chinois, avec un temps de décalage, mais c'est le lièvre et la tortue, c'est que des fois, c'est pas de partir vite et de courir vite qui est efficace, c'est d'être efficace et de tenir la durée. Et là, je pense que les Chinois montrent un peu l'exemple. Et même, regarde, en Europe, c'est une opportunité pour l'Europe. Mon propre patron, Octave Klaba, l'a dit, tu vois, c'est entraîner un modèle de pointe, ça coûtait près d'1 milliard d'euros il y a pas longtemps. Là, on arrive à 150 à 200 millions. C'est le moment pour l'Europe peut-être de commencer à entraîner ces modèles. Et c'est des choix. Voilà, il y a eu le rachat de Dragon LLM il y a peu de temps chez nous. Il y a Gladia qui est en cours. Sont des choix stratégiques parce que on a peut-être des opportunités. Les US vont peut-être pas être les grands gagnants de l'IA. Ouais, enfin, sur l'Europe, je veux pas faire l'avocat du diable, mais Mistral a levé 4 milliards en tout entre le capital et la dette. Oui, mais ils sont nulle part, en fait, justement. Alors, c'est qu'ils sont sur le modèle d'avant, quoi, justement, ou est-ce que non, ils ont... pourquoi est-ce que nous, avec Mistral, on n'a pas eu cette... parce que nous aussi, on est sous contrainte de capitaux, on est sous contrainte de ressources techniques. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas... pourquoi c'est pas nous, les Chinois ? Il y a quand même quelque chose dans le modèle qui me dérange dans le modèle présenté là, c'est que c'est en soi, c'est de la manière présentée, c'est le modèle du pharmaceutique. Tu mets extrêmement longtemps à développer un nouveau médicament, mais une fois que la molécule a été trouvée, c'est facile de refaire la molécule toute seule. Donc, tu es obligé de défendre en copyright la recherche, parce que la recherche elle-même coûte cher. Ça, c'est un peu le modèle que tu défends, Fanny, en disant ça, qui est, ça a coûté très cher aux États-Unis, les autres arrivent derrière et du coup peuvent le prendre. Mais moi, je pense que c'est même pas le cas, parce qu'il n'y a pas la molécule. Oui, parce que c'est pas un générique, en fait, là, ce que nous propose. C'est pas un générique derrière. Derrière les LLM, il y a déjà beaucoup d'évolutions. Moi, il y a un truc qui me fascine en ce moment, c'est il y a un paradoxe entre le fait qu'on voit une sorte d'aplatissement de la courbe des capacités des LLM, et pourtant personne ne veut particulièrement trader un modèle d'ancienne génération contre un modèle de nouvelle génération. Et je pense que la raison, c'est que... Je comprends pas ta phrase. Trader un modèle d'ancienne génération. Si c'est plat, en fait, si la courbe est plate et que du coup on arrive à que quelques points d'optimisation en fait en fin de cycle maintenant avec des modèles comme Fable versus Opus et des choses comme ça, pourquoi en fait tout le monde a quand même envie d'utiliser Fable ou la dernière version d'Opus, la Opus 5 vient de sortir plutôt que 4.8, si au final c'est flat, tu vois, t'as pas envie de négocier ta propre intelligence. Et en fait c'est pas le cas parce que c'est le fear of missing out. La raison pour laquelle il y a un fear of missing out, c'est qu'on se dit ah putain, mais moi je veux le meilleur. C'est comme avec tes enfants, tu veux le meilleur, quoi. Tu prends le meilleur. Le fear of missing out, c'est moins à l'échelle des tokens qui sont utilisés aujourd'hui. Moi, ma théorie, c'est qu'en fait, si tu regardes en one shot un prompt, quand tu es à 95%, tu es à 95% de succès sur un prompt. Mais quand tu fais des workflows beaucoup plus longs qui s'échangent en fait des informations entre les agents, 95%, ça veut dire que 50 itérations de ces workflows, t'as moins de 10% en fait de succès sur l'ensemble end-to-end de ton workflow. Donc si tu gagnes en fait même 2%, tu vois, tu passes de 95 à 97%, soudainement c'est moins de 10% de succès au global, tape plusieurs dizaines de pourcents de succès sur tes 50 itérations. Donc en fait, quand tu commences à rentrer vraiment dans des use cases AI complets et de l'autonomie, tu te rends compte que les 2% à aller grappiller au bout font une vraie différence. Et donc tu veux toujours pas
le modèle le moins cher, tu veux le modèle qui fait ton workflow à la fin. Et ton modèle qui fait le workflow à la fin, il fait la différence sur quelques tout petits pourcents. Et là, je suis désolé, Fanny, c'est pas le cas. Ton modèle que tu vas développer à plusieurs centaines de millions, tu vas pouvoir recopier des techniques, etc. Tu vas gagner un peu de temps, mais tu vas pas être sur le cutting edge où on sait que c'est l'endroit qui est le plus cher, des quelques pouillèmes de pourcents qu'on va aller rajouter petit à petit, 97, 98, 98,1, 98,2% de succès. Et avant qu'on y soit, en fait, on sera plutôt à une nouvelle génération de modèles qui sera plus des LLM, etc., peut-être les world models à Yann Lequin, qui auront consommé le même genre de cash pour se créer, avoir essayé de refaire un LLM pas cher au final. La question qu'on est en train de débattre ici, c'est est-ce que j'ai toujours besoin du dernier modèle de génération pour réaliser mon travail? C'est vraiment ça d'un côté. De l'autre côté, c'est on regarde, et c'est ce que je pense que c'est ce que tu es en train de dire, Kevin. Il y a une différence entre prix par token et coût coût par tâche. Parce que tu peux avoir un modèle, par exemple, je sais pas, un sonnet 4.6 qui coûte 10 fois moins cher. Mais pour faire une tâche, il va devoir tourner et faire plein de retries, et du coup, tu vas cramer ton budget, quoi. Donc, où est-ce que je mets le curseur? Donc, on arrive dans un monde où c'est le meilleur modèle pour la bonne tâche, et ça veut pas dire le modèle de dernière génération. En tout cas, dans la Silicon Valley, il y a une vraie vague qui s'est levée, une levée de bouclier face à cette menace de Washington de bannir ces modèles chinois pour les raisons qu'on vient d'évoquer et du risque que représentent tout d'un coup ces modèles chinois. Il y a une Jensen Huang qui a activé son compte Twitter et qui a lancé une lettre au marché pour expliquer pourquoi est-ce que bannir l'open source chinois était une très très mauvaise idée. Alors bien évidemment, on se doute bien que lui, il a aucun intérêt à ce que les modèles open source soient interdits, parce que les modèles open source, il faut les héberger, et pour les héberger, il faut des serveurs, et pour avoir des serveurs qui tournent, il faut des puces, et c'est Nvidia qui vend ces puces. D'ailleurs, Microsoft, bien évidemment, a signé aussi cette lettre, et tout un tas de monde a rejoint Jensen Huang. Il y a même eu des manifestations à San Francisco open source. Alors, je vous montre les images, hein. Attention, je préfère prévenir tout le monde, c'est très très violent, hein, comme manifestation. On est au niveau des gilets jaunes. Vous le voyez là sur les images, c'est notre ami NG Ismail qui en ce moment est à San Francisco qui m'a envoyé ces images. D'ailleurs, à la fin, on voit Clément Delangue qui agite un panneau. C'était juste avant son arrestation, certainement. Mais on voit bien que toute la Silicon Valley aujourd'hui veut expliquer au gouvernement américain que non, bannir ces modèles open source, c'est une très mauvaise idée. Nous, on est tous pro-open source ici, mais est-ce qu'on peut expliquer un peu pourquoi parce que ça me paraît taré que les États-Unis, qui sont censés représenter le capitalisme, le monde ouvert, le marché libre, etc., soit le pays qui, aujourd'hui, limite le plus ces technologies-là, et que la Chine apparaisse tout d'un coup comme le grand défenseur du monde libre et de l'intelligence artificielle open source. Ça me paraît assez fou. Est-ce que Washington se trompe? Et si Washington se trompe, pourquoi est-ce que Washington en arrive à cet extrême-là, qui est de ne pas considérer? Est-ce que c'est qu'ils n'ont plus confiance en leurs acteurs, qui sont obligés, ou alors est-ce que Dario Amodei a réussi son coup de capture réglementaire qu'il nous demande depuis déjà des mois, et il a fait changer d'avis Trump sur la question? Sur la partie open source, pour les Chinois, je pense que c'est un super coup. Ils ont transformé une contrainte d'approvisionnement en marketing. Faut pas oublier que les Chinois n'ont pas le droit et ont des grosses restrictions à l'import de puces et l'utilisation de puces sur leur territoire. Donc, ils ne sont pas capables de servir les volumes d'inférence qui pourraient être faits aux États-Unis aujourd'hui et qui sont faits aux États-Unis. Moonshot nous dit que ça tourne sur du etc. Huawei. Hein. Lui nous dit que ça tourne sur du Huawei. Hein. Mais bon, exactement, ouais. Je ne sais pas s'il faut les croire. Et donc, on le voit parce que, on l'a dit en intro de l'épisode,
ils ont dû limiter les places. Ils avaient des places limitées pour ça. En l'occurrence, on a vu Anthropic sortir Fable. C'était pas aussi limité que ce qu'on voulait. Quand OpenAI sort des nouveaux modèles, tu peux quand même largement les utiliser, t'es pas bloqué. Donc il y a une vraie contrainte d'approvisionnement de leur côté pour servir en fait toute cette inférence qui peut arriver. Donc, la meilleure manière, c'est quoi? C'est de le faire héberger ailleurs. En fait, vous n'avez pas de contrainte d'import de puces, etc. Ouvrez un data center en Europe et faites tourner notre modèle. Nous, on gagnera sur tous les fronts de cette manière-là. Donc, il y a une vraie stratégie marketing derrière l'open source. C'était le même cas avec Facebook, Meta, quand ils ont sorti Llama, etc. L'open source, heureusement, moi je suis pro open source, je suis heureux qu'ils le fassent, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a quand même des enjeux financiers et c'est pas juste de pleine bonté. Et puis, open source, ça veut pas dire je peux le faire tourner partout. Je pense que Fanny, tu peux nous le dire. Le modèle, il est quand même particulièrement lourd à faire tourner, celui-là. Oui, il faut un cluster GPU ou alors il faut avoir l'envie. Je suis même pas sûr que ça puisse tourner sur 3 Mac Studio à 512 Go qu'on peut déjà plus acheter déjà. Mais il faudrait au moins ça en puissance potentiellement pour que ça tourne. Ça tourne pas sur un Mac Studio tout basique, quoi. Qu'est-ce qu'ils cherchent les Chinois là, quoi, en fait? Ils cherchent. Est-ce que sur le court terme, ils cherchent à la fois à concurrencer les modèles américains et à mettre en péril la valorisation de Anthropic et de OpenAI juste avant leur entrée en bourse? Est-ce qu'ils cherchent un coup de pub en montrant que la Chine est capable de rivaliser avec les États-Unis? Ou est-ce qu'ils cherchent à commoditiser complètement l'intelligence, quelque chose sur lequel les États-Unis ont gagné énormément d'argent, en disant, vous voyez... Finalement, ces modèles, ce n'est plus là-dessus qu'est se crée la valeur. La valeur, elle est sur l'infrastructure. Et l'infrastructure, nous, quelque part, on va la bâtir. C'est nous qui allons la construire. Et ce n'est pas forcément les Américains. Qu'est-ce qu'ils cherchent, là, les Chinois? Ils ont des contraintes, mais ils veulent gagner quand même. Et donc, c'est un peu tout ce que tu viens de dire en même temps. J'ai l'impression que tu parlais de Mistral au début, et j'ai l'impression que Mistral, ils ont des contraintes et du coup, essayent de faire le mieux qu'ils peuvent avec les contraintes, mais ils ont abandonné l'idée de gagner. Ça fait un moment qu'on n'a pas entendu d'essayer de release des modèles frontières, Mistral, etc. Là, les Chinois, ils nous sortent un truc avec des contraintes, ils n'ont pas les accès aux puces, ils n'ont pas toutes les données, etc. Et pourtant, ils essayent de sortir un modèle... ils prennent des capitaux internationaux quand même, du coup, ils ne vont pas que chercher des choses en Chine. Et ils sortent un modèle frontière que tu peux héberger partout. Partout entre guillemets, ce qu'on vient de dire, mais voilà, ils essayent de gagner sur tous les plans. Il leur faut des modèles en interne en Chine, il leur faudra de l'infra en Chine, mais du coup, s'ils ont de l'infra et pas de modèle à faire tourner, ça sert à rien, donc ils fournissent le modèle. Tu fais pas une compagnie et un modèle d'une qualité exceptionnelle si t'as pas de l'inférence partout dans le monde, parce que t'as pas envie d'être toujours en train de distiller le travail des autres. Tu peux aussi vouloir récupérer de l'information de premier ordre, donc tu dois avoir ce marketing et cet aspect d'aspiration en fait du trafic. Donc non, ils veulent gagner. C'est vraiment des players qui essayent de se mettre à égalité avec du OpenAI, du Anthropic. Et la compétition, elle a du bon, y compris pour les modèles américains, parce que c'est cette compétition qui va obliger les Américains à réagir et à pousser le needle encore un peu plus loin, en fait, dans cette course à l'intelligence artificielle. Et c'est ça ce que sont en train de dire la Silicon Valley, c'est qu'on a besoin de cette compétition pour aller plus vite, aller plus loin, et que cette compétition, elle est saine. Et que même si elle vient des Chinois, c'est très bien, en fait. C'est comme la course à l'espace entre la Russie, l'URSS et les États-Unis à l'époque, quoi. Sans cette compétition, il n'y aurait pas eu cette innovation. Bon, écoutez, ça va être super intéressant à suivre. Bien évidemment, on va regarder ça de très près. Qui devrait, à votre sens, et je vous propose de terminer là-dessus, qui devrait utiliser Kimi K3? Parce que moi, très honnêtement, je regarde, mais j'ai pas switché, moi, sur Kimi K3. Vous avez déjà switché ou il s'adresse à qui, ce modèle, en priorité? Carlito? Moi, je pense que les applications pratiques sont plusieurs. Donc, il y a
il y a ce coût partage qui devient intéressant. Il y a le fait de pouvoir utiliser des workflows agents maintenant. Oui, mais c'est qui ça? C'est qui ça? C'est moi? C'est toi? C'est une PME? C'est l'hôpital de Rouen? C'est qui, quoi? Une entreprise qui a des workflows agents peut commencer à utiliser Chimica 3. S'ils ont un département, il faut quand même un département technique. Donc, du coup, c'est des développeurs, c'est des AI engineers. Donc, c'est plutôt une solution B2B. C'est pas Madame Michu, quoi. C'est pas Madame Michu. Il faut se connecter sur Chimicode. Enfin, Madame Michu peut utiliser Chimicode aussi parce que c'est une UI. C'est comme se connecter Madame sur Michu geek quand même, hein, mais. Ouais, c'est Madame Michu geek. Je crois que ça fait longtemps que t'as pas rencontré Madame Michu. Non, mais Madame Michu maintenant, son petit-fils lui a fait sortir un compte premium, ChatGPT, etc. Quoi. Madame Michu, elle peut monter en compétence. D'accord, ok. Donc, non, Kevin, ça s'adresse à qui? Alors, qui utilise ces trucs-là, à ton avis, quoi, en fait? Qui déjà, des gens qui ne sont pas dans des écosystèmes fermés, c'est ce qu'on disait sur les harness. Donc, si tu travailles dans ton codex, tu ne vas pas utiliser Kimi. Si tu travailles dans ton Cloud Code, tu ne vas pas utiliser Kimi. Donc, ça demande déjà un niveau où tu utilises des outils qui sont multimodèles. Donc, c'est déjà une fraction très basse. Il y a beaucoup d'implémentation d'agents aujourd'hui qui se fait dans des harnais spécifiques. Voilà. Et puis une question de coût, si tu payes ton Cloud Max, t'as pas envie d'avoir 5 routes harness, tu es là-dessus. Bon, après, voilà, il y a des gens comme moi qui aiment bien être flexible et donc tout ce que je construis, il est sur plusieurs modèles. Donc moi, ça s'adresse à moi typiquement de pouvoir switcher ce modèle-là et d'aller tester pour des raisons de coût, pour des raisons de latence, pour des raisons d'optimisation à un moment donné, d'avoir un regard différent sur le plan que je suis en train de faire. Mais c'est vrai si on est déjà implémenté, on est déjà bien servi par les modèles existants. Donc, ça va vraiment aller chercher une question de coût, une question d'optimisation pour des gens comme moi. OK. Et puis, c'est des marchés qui sont en dehors des États-Unis aussi. C'est ça qui est intéressant de ce dernier graphique qu'on a vu. C'est de voir qu'il y a pas mal d'utilisation en dehors des États-Unis et bien dans des pays qui ne peuvent pas se permettre de cramer le budget. Ouais, moi, je pensais que Mistral était fait pour ça. Moi, c'est ce qu'on m'avait expliqué, qu'en fait, à l'époque, que justement, c'est que Mistral était fait pour ces marchés-là, quoi, en fait, quoi. Des marchés qui voulaient moins de dépendance par rapport aux États-Unis, qui voulaient être plus open source et qui n'avaient pas forcément les moyens de se payer les plus gros modèles américains. Oui, mais si les Chinois le font, des Européens pourront le faire aussi. Je pense que mais quand est-ce qu'on se réveille, Fanny? Moi, c'est en train, Carlos, attends. Moi, j'aimerais bien un jour pouvoir faire une émission où je me dis, putain, c'est pas Chimica 3, c'est, j'en sais rien, moi, saucisson B2, quoi, en fait, et c'est un modèle français, et c'est un modèle européen, Cocorico, et qui est premier dans les benchmarks, et qui est ouvert, etc., etc. Mais je le vois pas à ce moment-là, qu'en fait. On va revenir à un camembert. D'autres utilisateurs de Kimi, tu vois, on va retrouver... Là, il y a plusieurs sujets. Je voulais rebondir sur plusieurs sujets. C'est les signatures commencent à s'accumuler. T'es conscient qu'on est à la fin du truc, là, qu'en fait, on arrive à la fin du truc. Non, parce que tu rebondis toujours à la fin. Non, je te promets, j'ai que 3 sujets. Non, 3 sujets, c'est rien du tout. On est parti pour 30 minutes, quoi, en fait, quoi. Grosso modo, 3 sujets, quoi, en fait, quoi. Non, j'essaye de faire en 33 secondes. Les signatures commencent à s'accumuler. J'ai vu passer Benioff, qui a aussi, qui appuie la vague open source. Benioff est tellement paumé que dès qu'il y a un truc qui sort, il l'appuie, quoi, en fait, quoi. Moi, j'aime beaucoup cette maison. Vous savez, tu viens de là-bas. Tu t'avais pris beaucoup d'argent chez eux, mais t'as la reconnaissance du ventre. Mais je la connais. On a désolé, Salesforce, ils sont dead in the water, quoi, en fait. On a beaucoup utilisé des modèles open source et depuis un moment. Donc, bloquer l'accès au modèle open source, c'est pas se tirer une balle dans le pied, c'est se tirer une balle dans la tête pour la recherche, les États-Unis inclus. Et je finis là-dessus. Qui va utiliser ce genre de modèle? On a vu, Cursor va faire sa version de Composer 3 sur Kimi 3. Des entreprises comme Legora ou Harvey vont faire... Ouais. Dans le juridique, vont faire leur propre LLM fine-tuné. Donc, moi, ce que je trouve fascinant, c'est des entreprises de enterprise software qui ont un bras technique
forts vont commencer à pouvoir fine-tuner leur propre LLM sur leur verticale. Et ça, c'est intéressant parce que le choix est important pour la compétition et pour faire avancer l'innovation. Ok, super. Bon, écoutez, on va suivre ça de très près. Moi, je voulais partir en vacances, mais je n'y arrive pas. Donc, on va faire des petites pastilles comme ça de temps en temps. Je suis chez moi en Espagne et on continue. Et dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on prendra le micro et on viendra vous en parler et essayer d'essayer de décortiquer et d'analyser tout ça avec vous. Ouais, Kevin, tu voulais dire un dernier truc que je t'ai vu lever la main ou pas du tout? Non, c'est une fausse alerte. Ils disent au revoir. Ils disent au revoir. Allez, hasta luego amigos, bye bye, ciao.